Moi, je suis Grégoire Paris. Je travaille chez Mano Mano depuis 3 jours. Et je viens de chez Universiné, un fournisseur d'accès, un fournisseur de vidéos à la demande pour les films indépendants. C'est ma première présentation devant autant de monde. C'est ma première présentation tout court, en fait. Donc, il va falloir être très très indulgent avec moi. Heureusement, je ne suis pas venu tout seul. Je suis venu avec ce monsieur que je laisse se présenter. Bonjour à tous, moi je suis Maxime Weber, back-end développeur chez Big. Je suis aussi la personne qui organise un petit peu tout le monde autour des SFPO avec l'AFSI, donc l'Association française des utilisateurs de Symfony. Nous en fait on est venu pour vous présenter des choses autour de Doctrine, des méthodes, des pratiques autour de Doctrine, et pas du tout, comme certains auraient pu l'espérer peut-être, je sais pas, dire que Doctrine c'est pas terrible et qu'il y a des alternatives. On est vraiment là pour vous montrer comment est-ce qu'on peut s'en sortir avec Doctrine pour écrire un code qui est complètement découplé. On n'est pas là non plus pour prendre le crédit, puisqu'on n'est pas les développeurs de Doctrine, on est juste éventuellement des petits contributeurs open source. Donc il ne faut pas oublier que Doctrine c'est conçu par Benjamin Eberlei. C'est maintenu par Marco Pivetta et Guilherme Blanco depuis très longtemps. Et en ce moment, Doctrine, ça bouge un petit peu puisque c'est boosté par Machkel Moravec et Luis Cobucci. Je pense qu'on parlera rarement d'eux, alors que tout le monde utilise Doctrine. Donc ça mériterait de les applaudir tous un petit coup. Voilà, s'il vous plaît. Merci pour eux. Je laisse la parole à Grégoire qui va vous présenter la suite. On va virer la souris. Alors tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet avec quelque chose que vous connaissez très très bien, une entité Doctrine, parce que très souvent pour les développeurs, c'est pas une entité, c'est une entité Doctrine. Une entité Doctrine, qu'est-ce que c'est pour le développeur lambda? C'est ça. Le développeur lambda, il sait lire une doc, il a lu la doc Symfony ou la doc Doctrine, et il va vous produire immanquablement une suite de propriétés typées et des getters, des setters pour aller avec. Alors ce qu'on remarque tout d'abord, c'est que Doctrine, depuis la version 2, fait plus d'Active Record. Donc vous n'avez pas à étendre quoi que ce soit pour créer une entité Doctrine. Et déjà, ça c'est une très bonne chose parce que ça aurait été un très très fort couplage. Ça aurait vraiment mis à mal ce talk. On peut remarquer aussi, autre chose, c'est qu'il y a une des propriétés qui n'a pas de setter. C'est la propriété ID. Elle n'a pas de setter parce que c'est Doctrine qui remplit cette propriété après le persist. Et il fait ça après avoir demandé à la base de données quel ID est disponible pour la suite, si vous utilisez un auto-incrément ou si vous utilisez des séquences dans Postgres. Alors ce modèle, il a un nom, on l'appelle, plutôt un surnom, on l'appelle souvent le modèle anémique, parce qu'il est plein de vide. Il n'y a vraiment pas grand-chose là-dedans. Et j'aimerais vous poser une question d'ailleurs. Qui utilise ce modèle et le test? Qui écrit des tests unitaires avec ce genre de modèle? Levez la main. Ok, donc il y a 3 mains, quoi. Et pourquoi? Ben, ceux qui le testent, vous avez dû vous sentir, vous avez dû vous dire, c'est pas très utile, quoi. Je vais juste écrire des propriétés et vérifier que la propriété que je get, c'est exactement la même. J'ai même un ancien collègue qui a créé un paquet qui vous permet d'automatiser ça, c'est-à-dire que vous allez lister toutes les propriétés qui sont dans votre mapping et ça va vous faire un test, comme quoi l'interface est bien fluente, comme quoi quand vous setez quelque chose, vous récupérez la même chose. Et jusqu'à très très récemment, il y avait une commande supportée par Doctrine pour générer les getters et les setters. Elle a été dépréciée il n'y a pas longtemps. Et j'espère que ce soir, vous allez comprendre pourquoi. Alors si vous avez écouté le talk de Romain Kiosniak cet après-midi, vous vous êtes rendu compte que ce n'est pas la seule architecture qu'il y a. Il a cité notamment le DDD, Domain Driven Design,
que Maxime et moi utilisons dans nos applications respectives, et qui a eu Good dans son talk, donc on est bien content. Et le domaine Driven Design, comme architecture, c'est constitué de pas mal de caractéristiques, dont la principale est dans le nom. Domaine Driven Design, c'est qu'on commence par concevoir son domaine avant tout le reste. Et quand je dis avant tout le reste, c'est vraiment possible de commencer un projet non pas en faisant Composer, Create Project, Symfony Skeleton, mais plutôt en faisant Git init et mkdir src. Vous faites ça, vous pouvez créer un répertoire entity aussi, c'est pas lié à Doctrine a priori, et vous pouvez commencer à coder votre domaine avec ses règles métiers à respecter, et vous pouvez surtout commencer à l'unit tester. Et ça va être très simple, parce que comme vous avez encore zéro lib, zéro framework d'installer, vous maîtrisez entièrement le code, donc vous n'avez pas de difficulté pour construire une classe que vous ne connaissez pas trop bien, qui vient d'une bibliothèque externe. Vous maîtrisez absolument tout. Faire du DDD aussi, c'est faire de la bonne programmation orientée objet. Et la première chose qu'on apprend en programmation orientée objet, c'est de respecter l'encapsulation. L'encapsulation, c'est quoi? C'est votre objet, il doit être comme une boîte noire. Vous ne pouvez pas pouvoir deviner comment il est fait. Et l'entité qu'on a vue avant, elle ne respecte pas du tout ça. Là, vous pouvez, si vous lisez l'interface de cette entité, vous pouvez déduire quelles sont les propriétés qui sont dedans. En plus de ça, vous pouvez, n'importe qui peut aller trifouiller l'entité et mettre n'importe quelle valeur pour une propriété après que l'objet a été construit. Donc, il y a des getters et des setters pour dire qu'on respecte l'encapsulation, mais en vrai, c'est complètement exposé. Et enfin, une grosse règle, c'est de séparer le domaine de l'infrastructure. Il y avait 2 couches dans le talk de Romain Cucinel, je ne sais pas si vous vous souvenez, si elles étaient bien séparées. Dans votre projet, ça va se traduire aussi par 2 répertoires séparés, et vous allez vraiment choisir à chaque fois où mettre chaque chose. Donc nous, on va concevoir une entité, et puis ensuite, on va voir comment la persister avec Doctrine. Parce qu'on va choisir Doctrine, parce que quand même, Doctrine, c'est cool, on connaît depuis le début. Et on va essayer de voir comment on peut arriver à utiliser Doctrine sans corrompre son entité. Idéalement, on aura écrit son entité du premier coup, et on n'y touchera plus. Alors, première chose à savoir, moi, quand je me suis mis au DDD, je pensais dur comme fer que Doctrine avait besoin des setters. C'est normal, vu que dans la doc, c'est marqué générer getter setter. Donc, ça doit avoir une utilité. Et bien, en fait, il s'avère que Doctrine n'appelle aucune des méthodes de votre entité. Ce n'est pas tout à fait vrai ce que je dis. On reviendra dessus plus tard. Mais en tout cas, une méthode notable qu'il n'appelle pas, c'est le constructeur. Oups. Alors, désolé, mauvais bouton. Voilà, le constructeur. Le constructeur, c'est vraiment une méthode très très particulière parce qu'elle permet de faire des contrôles sans avoir instancié l'objet. Ça, c'est quand même fort. C'est-à-dire que vous pouvez écrire des règles et faire en sorte que si elles ne sont pas respectées, vous n'ayez même pas d'objet de créé. Donc si vous avez un objet invalide, quelqu'un qui essaye d'instancier un objet qui ne respecte pas les règles, c'est-à-dire un paramètre qui n'est pas comme il devrait être, eh ben, vous allez pouvoir jeter une exception. Et dans ce cas-là, il n'y aura pas d'objet de créé, pas d'entité de créé. Vous ne risquez pas de faire n'importe quoi avec. Et ça, c'est très important. Je ne sais pas si vous avez remarqué dernièrement, avec l'ajout des type int en PHP 7, vous vous êtes peut-être mis comme moi à en rajouter partout où vous pouvez, des type int de retour, des type int de paramètres pour les types primitifs. Et ce qui se passe maintenant, depuis que je fais ça, c'est que j'ai des erreurs beaucoup plus tôt dans le flux de l'exécution de mon application.
Et ça, c'est vraiment quelque chose de très positif. Parce que s'il faut attendre d'arriver au moment où vous faites Entity Manager flush pour savoir qu'il y a un problème, que tel champ est nul, c'est-à-dire qu'il faut retrouver quelle entité ne possède pas, n'a pas ce champ rempli, quoi. Et si vous faites un batch d'import avec, mettons, 100 entités, ça peut devenir assez complexe. Et si le problème, c'est même pas un problème de nullabilité et que la contrainte métier que vous avez, vous n'avez même pas, vous n'avez pas de moyen d'utiliser une contrainte de base de données pour la vérifier, alors là, c'est encore pire. Votre entité peut être persistée, et c'est à la prochaine requête, au chargement de votre entité, que vous allez vous rendre compte qu'il y a un problème. Donc ça devient de plus en plus dur à débugger. Là, avec ça, vous vous assurez que les règles métiers, ce que votre client vous a demandé, c'est respecté. Et un simple type int, ça suffit souvent pas à ça. Si vous avez une contrainte sur l'âge, par exemple, vous avez une entité user avec un champ âge, si vous mettez int, ça suffit pas. Parce que moins 1 an, ça veut rien dire. Et donc, avec ça, vous allez pouvoir vous assurer que vous n'obtenez pas d'objet invalide. Sauf qu'ici, là, on a un problème. Je ne sais pas si vous avez repéré. Le champ ID, si j'instancie mon objet et que j'appelle cette méthode, comme il y a un type-in de retour en int, je vais avoir une type error. Donc mon objet n'est pas valide. Et le problème, c'est qu'il faut que j'appelle persist pour que mon objet devienne valide. Ça, c'est assez malsain. C'est-à-dire que là, on dépend de la base de données encore. Alors ça peut se résoudre avec les UUID, qui sont des Universally Unique IDs, et qui ont d'autres avantages que celui de plus vous faire dépendre de la base de données. Comme ils sont uniques, pas seulement dans votre application, dans tout l'univers, comme leur nom l'indique, vous êtes sûr qu'ils ne sont pas déjà pris. Donc vous pouvez construire une entité valide dès le début en générant un UID. Alors pour ça, il vous faudra une bibliothèque. Je vous conseille Ramsey UUID. Donc là, vous avez un modèle qui dépend toujours de quelque chose d'externe, mais au moins, ça ne dépend plus d'une base de données. Donc la construction de votre objet va être beaucoup plus rapide. Autre chose, les UUID, alors là c'est une petite parenthèse, c'est indevinable. C'est-à-dire que si jamais vous exposez vos ID dans vos URL, quelqu'un ne va pas pouvoir deviner quel autre ID pourrait exister. Par exemple, si vous utilisez auto-incrémente et que l'ID 5 existe, il y a une forte probabilité pour que l'ID 4 et l'ID 6 existent aussi. Et du coup, en hackant les URL, vous allez pouvoir vous balader dans l'application et vérifier s'il ne manquerait pas une vérification qui devrait jeter une 403. Aussi, vous n'exposez pas le nombre d'entités de cette classe. Si vous prétendez avoir 10 000 utilisateurs sur votre site et qu'on peut consulter tous les profils, mais que ça s'arrête à l'ID 10, c'est pas terrible. Voilà, donc revenons à nos moutons. On a une entité qui est valide désormais. Et le problème, c'est que vous pouvez avoir beaucoup de propriétés. Chaque propriété peut avoir beaucoup de règles métiers à respecter. Et ça peut vite devenir immaintenable. Vous pouvez vite vous retrouver avec un constructeur de 30 bornes de long. Et ça, c'est pas désirable. Un pattern qui peut vous permettre d'éviter ça, c'est les value objects. Les value objects, c'est des classes en général toutes petites, avec un champ ou deux, dans lequel vous allez pouvoir déporter les règles métiers que vous avez auparavant. Auparavant, on avait quelque chose qui vérifiait que le contenu de notre article n'était pas vide. On fait carrément une classe pour représenter juste ce champ, et on met toutes les règles métiers qui vont avec dedans. Et du coup, votre constructeur il va légèrement changer. Il va prendre en paramètre des value objects et non plus des types primitifs. Et c'est ça que vous allez passer à votre constructeur.
Voilà à quoi ça peut ressembler. Pas très pratique. Il faut autant de use statements que value object. Et puis bon, ça c'est pas très... C'est un peu lourd, quoi. Une bonne solution à ça, c'est d'utiliser des constructeurs nommés. Alors bien évidemment, vous pourriez faire ça directement dans le constructeur, mais un avantage des constructeurs nommés, c'est que vous pouvez en avoir plusieurs. Et vous pouvez avoir plusieurs façons de construire votre objet. Vous pouvez avoir une façon où vous faites une conversion d'un certain champ. Vous pouvez avoir une façon où vous remplissez même un certain champ qui ne se trouve pas en paramètres. Bref, ça devient des helpers pour construire vos objets facilement. Alors maintenant, on a un vrai modèle objet. Là. On n'a plus un tableau amélioré. On n'est pas en train de modéliser une base de données. On n'a pas pensé ah, j'ai ma base de données et maintenant je vais faire une classe pour représenter une table. Non, on a pensé d'abord entité et on a quelque chose qui ne ressemble pas du tout à une table. On a un arbre d'objets parce qu'on a notre entité, dedans on a nos value objects, puis on peut avoir les relations. Et donc là, on va voir comment persister ça avec Doctrine. Donc je vais vous expliquer rapidement quelles sont les différentes façons de persister avec Doctrine. Il faut savoir qu'il y en a deux. Donc, les embeddables, c'est peut-être quelque chose que tout le monde connaît. Mais il y en a une autre qui est le custom type et qui a des avantages non négligeables que je vais venir vous présenter. Oups. Donc les custom types pour commencer. En fait, les custom types, c'est une méthode pour définir un nouveau type de données dans Doctrine. Donc Doctrine en interne, Doctrine les utilise beaucoup. Si jamais vous avez une base de données qui a des types un peu spécifiques, s'il y a des types custom qui ne sont pas gérés dans MySQL par exemple, vous pouvez les définir avec les custom types. Mais ils ont un autre avantage, c'est qu'ils vous permettent de définir des value objects. Et donc ici, on va venir définir un value object content type, donc celui qu'on avait juste avant. Et en fait, il faut venir définir juste une petite classe de typage qui va dire à Doctrine comment est-ce qu'on va transformer ce value object en valeur pour la base de données et comment est-ce qu'on va transformer depuis la base de données ce type en objet en fait. Alors il y a un désavantage qui est également non négligeable, c'est que du coup, c'est un custom type, ça ne va être possible de le binder que sur une seule valeur de propriété de votre base de données. Donc vous pourrez persister qu'une seule valeur. Potentiellement, dans votre value object, vous pouvez avoir plusieurs valeurs, mais dans la base de données, ça va être représenté par une seule valeur. Alors, c'est un avantage, c'est que ici, vous voyez, vous faites une instantiation de votre value object. Ce qui veut dire que les règles métiers dont vient de parler Grégoire, en fait, elles vont être lancées à ce moment-là. Et ça, c'est super intéressant, parce que si vous écrivez du code, des nouvelles règles métiers, et que vous avez des données dans votre base de données actuelle de dev qui ne respectent pas ces règles, vous allez prendre une erreur. Et ça, c'est hyper intéressant parce que du coup, ça va vous montrer que vous avez oublié d'écrire une migration pour rétablir les données, les anciennes données, dans les nouvelles règles métiers que vous avez définies. Donc ça peut être hyper intéressant dans le cadre toujours d'avoir une détection d'erreurs hyper rapide. Et sinon, du coup, pour terminer, dans Symfony, pour déclarer ce type, en fait, il suffit de venir rajouter à la configuration Doctrine, donc la configuration dball, simplement votre type, donc le nom qui doit être récupéré ici. Vous remarquerez que ce nom-là qui vient se répéter deux fois, c'est un peu similaire à ce qu'on a pu avoir dans les formulaires précédemment. Donc, quelque part, il y a une logique pour que ça soit retiré plus tard dans Doctrine, et il est possible que dans Doctrine 3, ça soit retiré, si ce n'est pas déjà le cas en fait. Donc voilà, c'est bon à savoir. Et donc vous venez définir votre type ici, donc tool namespace. Et vous avez votre custom type que vous pouvez utiliser directement dans votre mapping. Donc le deuxième type de value object, ou du moins de façon de populer votre base de données avec des value objects, ça va être les embeddables, qui ont l'avantage évident de pouvoir supporter plusieurs propriétés en fait. Donc là, il n'y a pas le mapping. Pardon, si, il y a le mapping.
on a bien nos deux propriétés qui vont être toutes les deux persistées. Et donc, quand Doctrine va les récupérer, il va réinsérer les deux propriétés comme par magie. Alors, parlons-en de cette magie, puisque du coup, vous perdez l'avantage qu'on vient de voir juste avant, d'avoir cette injection, de créer l'objet via le constructeur, et donc vos règles métiers ne s'appliquent plus. Donc ça, c'est le désavantage de cette méthode. Mais sinon, voilà, ça se passe comme ça. Donc vous pouvez créer un embeddable et l'injecter comme si c'était un peu un type, grâce à la notation embedded de Doctrine. Mais ça, vous connaissez peut-être déjà. Les embeddables, ils ont un autre avantage qui est très embêtant, c'est que vous ne pouvez pas définir des valeurs nulles. En gros, Doctrine, quand il va réhydrater votre objet, quand vous le récupérez de la base de données, il va recréer votre objet embeddable avec ces méthodes magiques qui n'appellent pas le constructeur. Donc voilà. Et il va créer en fait votre objet avec des valeurs nulles. Mais quand vous allez appeler votre objet article, du coup, nous, dans notre cas, et ben malheureusement, on ne va pas récupérer une valeur nulle, on va bien récupérer notre objet, qui sera hydraté avec des valeurs nulles. Donc ça, c'est un peu embêtant, surtout quand on veut avoir une architecture qui ne dépend pas de Doctrine. Et donc, on a une petite solution, qui est celle-ci. Donc c'est le projet d'une entreprise qui est Tarifos. Ils ont créé un listener, en fait. Donc ce petit projet, en fait, finalement, c'est juste un listener de Doctrine, qui vient vérifier si votre objet est nul, et s'il est nul, alors il vient setter nul à la place. Et comme je viens de dire, il vient le setter, ce qui veut dire, avec l'accesseur, le property accesseur de Symfony, et en fait, du coup, ça vous oblige à avoir un setter sur votre objet. À savoir qu'il y a une pull request qui est ouverte sur ce projet pour supprimer l'utilisation de ce setter. Donc ça peut être intéressant à l'avenir. C'est déjà intéressant aujourd'hui d'ailleurs. On voulait aussi vous parler des repositories. Les repositories Doctrine, c'est une grande histoire. C'est une grande histoire. En DDD, on aime bien les redéfinir. On les redéfinit parce que c'est un design pattern, les repositories. En fait, les repositories, Doctrine vous impose des repositories dans son usage, mais il faut savoir que c'est un design pattern et que du coup, c'est vous qui devriez en implémenter l'interface. Il n'y a aucune logique à ce que vous soyez forcé à avoir toutes les méthodes de Doctrine. Donc ça, c'est un des deux problèmes. Vos repositories sont pollués par toutes les méthodes imposées par l'entity repository de Doctrine, que vous devez hériter à chaque fois. Et un autre petit problème, c'est que c'est pas très simple d'enregistrer vos services, vos repositories en tant que service, et vous allez voir pourquoi. Si on enregistre un repository en tant que service, très bien, donc on fait notre repository classique. Vous avez sûrement dû utiliser cette méthode. Donc on doit en fait utiliser la fonctionnalité de création de services via une factory de Symfony. C'est une espèce de hack pour être capable de récupérer le repository depuis l'entity manager. Ça a plusieurs soucis qui peuvent induire cette erreur. Cette erreur, en fait, elle est générée parce que vos repositories sont générés par l'entity manager et devraient normalement être toujours récupérés depuis l'entity manager. Et en fait, si jamais à un moment donné ou à un autre dans votre code, Doctrine décide de clore l'entity manager ou vous-même, vous fermez l'entity manager pour X ou Y raison, parce qu'il y a un nouvel entity manager, ou s'il est reset. Le cas classique, c'est s'il est reset, par exemple. Dans ce cas-là, votre repository, là, il est faux. Il est faux parce qu'il est basé sur un mauvais entity manager, et du coup, vous allez prendre une erreur qui est celle-ci. Donc c'est un peu dur à écrire en tant que définition de service. Potentiellement, ça peut générer des bugs. On n'est pas hyper content de ce mode de fonctionnement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que depuis le Doctrine Bundle 1.8.0, donc c'est novembre 2017, on a un nouveau type une nouvelle utilisation possible de ce repository. En fait, on va pouvoir utiliser le Service Entity Repository, qui est défini dans le bundle depuis la version 1.8.0. En fait, il implémente une interface que Symfony va comprendre comme un service qui doit enregistrer automatiquement. Et en fait, il va lui passer le registry, donc on peut prendre en paramètre, et il va construire le repository à la suite. En fait, ça, c'est super sympa parce que du coup, vous n'avez plus de définition de service à écrire et tout va être géré par Symfony. Donc ça, on a réglé le problème de notre définition de service repository
à l'aide du Doctrine Bundle dans ces dernières versions. Maintenant, essayons de régler l'autre problème. Il s'avère que, comme je viens de dire, en fait, cette version du bundle vient avec une interface qui est l'interface Service Entity Repository Interface, et vous pouvez l'implémenter sur vos repositories. Et en fait, ça va agir exactement de la même façon. Symfony va automatiquement charger dans l'injection de dépendance vos repositories. Sauf que là, vous avez l'avantage, c'est que vous n'héritez plus du Doctrine Repository. Ça, c'est hyper intéressant parce que du coup, vous pouvez maintenant créer votre propre interface et hériter de votre propre interface. Donc, créer vos propres méthodes et ne plus être pollué par celles de Doctrine. Ça, c'est hyper intéressant. Alors, un petit bonus de cette implémentation, c'est qu'ils ont vraiment été jusqu'au bout dans la pull request qui rajoute cette fonctionnalité. À savoir que quand vous récupérez votre repository depuis l'entity manager, vous récupérez bel et bien votre instance du repository, parce qu'ils ont redéfini en fait la factory de repository de Doctrine. Donc, vous récupérez vraiment pas un entity manager de Doctrine, mais un entity repository de Doctrine, mais bel et bien le vôtre. C'est hyper intéressant, parce que comme ça, vous êtes partout pareil. Après, on voulait parler d'une autre façon aussi de voir les repositories. Voilà, on peut imaginer que dans vos applications, des repositories, ça peut grossir. Souvent, ça grossit. Il peut y avoir plein de méthodes. Et en fait, à ce moment-là, vos repositories ne respectent plus le principe d'interface segregation principle, qui est un principe de solide, puisqu'ils deviennent trop gros, en fait. Donc, une méthode pour pallier à ce problème, c'est de venir créer en fait des petites classes qui ont juste une méthode invoke et qui génère une requête. Donc ça a l'avantage, c'est que du coup, vous allez implémenter une petite interface pour cette requête. Et du coup, vous allez pouvoir typer dans vos autres services cette requête. Et par exemple, si demain, vous avez envie de récupérer les derniers articles depuis un autre service, comme par exemple Elasticsearch, eh ben, vous pouvez réimplémenter cette query en Elasticsearch, rebuilder tous vos objets, et rendre en fait de la même façon vos objets sans avoir changé le code de votre service. Et du coup, ça c'est hyper intéressant. Juste parce que vous avez cette interface. Donc ça, c'est très bien pour pallier au problème des repositories, qui est trop gros. Comment est-ce qu'on met en place cette query dans l'environnement Symfony? En fait, tout simplement, on va venir définir l'interface en tant que service, et on va lui spécifier l'implémentation pour qu'il comprenne que l'alias, en fait, l'interface, c'est un alias pour l'implémentation. Quelque chose qui est très intéressant dans Symfony 3.3, si je ne m'abuse, c'est que en fait, ça, vous n'avez plus besoin de l'écrire, puisque depuis les dernières évolutions du composant d'injection de dépendance dans Symfony, en fait, il va lire tous vos services, il va voir une interface, et dire « Ok, j'ai tel autre service qui implémente telle interface, Symfony est capable de faire les liens tout seul et vous n'avez même plus besoin de définir en fait ceci. Sauf évidemment si vous avez plusieurs implémentations et que vous décidez d'en choisir l'une ou l'autre. Et là, ça devient intéressant à nouveau. Voilà. Je vais passer la main à Grégoire pour qu'il va vous parler des collections. Alors les collections, on n'a pas parlé depuis le début. Ça vous lie fortement à Doctrine. Si vous en mettez dans vos entités, vous allez devoir écrire use Doctrine Recollection en haut, et use Doctrine Collection, collection étant une interface. Et c'est obligatoire parce que ça permet à Doctrine de traquer les changements à hydratation. Par contre, quand vous créez un nouvel objet, c'est pas vraiment utile. Donc, vous connaissez sans doute Collection, qui fait partie de la petite bibliothèque Doctrine Collection, qui n'a rien à voir avec la base de données, qui est complètement à part. Par contre, vous n'avez pas forcément repéré qu'à l'hydratation, ce n'était pas une Collection qu'on récupérait, mais une Persistent Collection.
Persistent collection, elle est définie dans Doctrine ORM ou DBAL. Et bref, c'est fortement lié à la base de données. Et ce que vous pouvez faire pour éviter ça, c'est utiliser le tout nouveau typeint itérable qui date de PHP 7.1 et utiliser un array construct. Donc ce qui va se passer, c'est que lorsque vous allez créer un objet, ça va être un tableau. Jusqu'à la persistance, ça va être un tableau, et ensuite, ça va devenir une array collection. Mais itérable, ce que ça a de particulier, c'est que c'est compatible non seulement avec les tableaux, mais aussi avec les objets traversables. Du coup, problème résolu, vous pouvez vous découpler de Doctrine Collection si c'est trop pour vous. Après, on peut juger que c'est vraiment pas nécessaire de se découpler de ça. Alors aussi, une solution pour limiter ça, c'est carrément éviter les collections. Et en particulier, éviter le mapping one-to-many. Le problème du mapping one-to-many, c'est que bien souvent, quand vous avez une relation de ce genre, vous avez pas mal d'objets, à tel point que vous allez avoir besoin de faire de la pagination si vous voulez les lister, et que vous allez souvent vouloir faire du filtrage complexe suivant certains champs de l'objet, et que ce genre de choses, ça ne devrait pas être fait en PHP, parce que ça scale pas. C'est le genre de choses qui devrait être fait en SQL. Alors, éviter le mapping one-to-many, ça n'empêche pas de faire du filtrage suivant la relation. Là, il va falloir bien s'accrocher parce que c'est assez complexe. Imaginez que vous avez une classe article liée en one-to-many, mais seulement dans la base de données, à une classe comment, c'est-à-dire que vous n'avez pas de relation dans votre mapping de doctrine one-to-many, mais vous avez un article ID dans la classe comment, et que vous voulez récupérer les articles dont le contenu contient doctrine. Avec cette astuce, vous allez pouvoir écrire un petit bout de SQL expliquant comment faire la jointure, et vous allez récupérer tous les articles. Mais vous n'allez pas récupérer les commentaires. De toute façon, vous n'avez pas de moyen d'y accéder par votre objet. Et tout ça pour dire que c'est pas si difficile que ça d'éviter une one-to-many. Alors finalement, on a parlé beaucoup de ce que Doctrine n'imposait pas. Il impose quand même quelque chose. Tout à l'heure, je vous ai dit que Doctrine n'appelait aucune de vos entités, aucune des méthodes de vos entités, pardon. En vrai, en Doctrine 2, ça s'appelle encore clone et wake up. Parce que, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais pour pouvoir appeler un objet sans appeler son constructeur, il faut faire un peu de magie noire. Il y a une bibliothèque de magie noire qui s'appelle Doctrine Instantiator, qui est chargée juste de ça, qui utilise de la réflexion ou, quand c'est pas possible, de la désérialisation de string. Et ça vous permet de créer un objet sans appeler le constructeur. En Doctrine 3, ce sera complètement aucune méthode. Donc vous pouvez aussi implémenter clone et wake up comme bon vous semble. Si vous êtes en Doctrine 2, il faut lire de la doc pour savoir comment implémenter clone ou wake up correctement si vous avez le besoin de le faire. Autre chose qui va arriver en Doctrine 3, c'est que vous pourrez rendre vos méthodes finales. Vous ne pourrez pas rendre vos entités finales, mais vous pourrez rendre vos méthodes finales. Les entités doivent rester extensibles parce que, pour permettre le lazy loading, il faut permettre à Doctrine de générer des proxys qui, quand vous allez appeler une méthode faisant appel à une collection, va charger à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, les objets de la collection. Alors, tout ceci, c'est vraiment beaucoup d'actualité. En ce moment, la doctrine est en train de changer. Je vous ai dit au début qu'un programmeur lambda produirait immanquablement du modèle anémique. C'est plus vrai depuis la pull request de Pierre Stovall, ici, qui documente dans la doctrine comment faire du DDD
avec Doctrine. Et il va bientôt s'attaquer à Symfony, donc je vous conseille de suivre ça de très près. Voilà, donc là, on a vu comment se découpler de Doctrine. J'espère que ça vous a donné envie de vous mettre au DDD. Et je vous garantis que c'est aussi possible de se découpler de Symfony Form ou de Symfony ou JMS Serializer en utilisant les DTO. Je ne vais pas m'étendre, mais regardez de ce côté. Voilà. Non, je rigole, c'est pas la fin du talk. On a plus de choses à vous dire. Alors, c'est plus vraiment dans la mouvance des DD, mais voilà quelques astuces qu'on a glanées et qui vous permettront d'être plus efficace avec Doctrine. Premièrement, il faut savoir que Doctrine a plein d'API pour accéder à vos données. Pour implémenter vos repositories, ça peut être utile. Par exemple, si vous voulez juste récupérer un scalaire depuis votre base de données, ce n'est pas forcément la peine d'utiliser du DQL. Vous pouvez utiliser du SQL. Si vous voulez utiliser aussi des méthodes qui sont disponibles dans votre SGBDR, Postgres on a des très avancés, bah pareil, vous allez vouloir utiliser du SQL. Et si vous avez des clauses conditionnelles, si vous voulez rajouter des end à la clause where en fonction de certaines conditions, là il va falloir un query builder. Mais sachez que Doctrine n'a pas seulement un DQL query builder, mais aussi un SQL query builder. Donc c'est tout à fait faisable de faire ça en SQL. Alors ensuite, il y a des gens encore plus exigeants qui disent je veux faire du SQL, mais je veux quand même récupérer des objets. Et j'ai pas envie de redéfinir toutes les fonctions de mon SGBDR pour ce faire. Alors pour ça, il va falloir faire un peu de plomberie. Vous pouvez utiliser un result set mapping. Cette classe a un builder d'ailleurs. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez exécuter votre requête SQL native et vous allez définir le mapping du result set SQL vers l'objet. Je vais essayer d'aller un peu plus vite parce qu'on pensait qu'on aurait un peu plus de temps pour la présentation. Donc je vais passer un peu rapidement, désolé, sur ces slides. On avait prévu de vous parler aussi des dépendances circulaires entre les paquets. C'est quelque chose que vous avez sûrement déjà tous rencontré. Imaginez que vous ayez envie de développer un système d'adresses parce que vous avez un système d'adresses qui est un peu complexe. Vous gérez toutes les adresses de France et vos adresses, en fait, elles sont... et tout votre système d'adresses, vous aimeriez bien l'utiliser de projet en projet. Sauf que vous ne pouvez pas. Pourquoi vous ne pouvez pas? Parce que votre utilisateur, en fait, il a besoin d'être lié par une relation Doctrine à votre user. Et du coup, cette relation, vous devez le définir sur l'adresse. Donc, vous vous retrouvez en position d'avoir un souci, puisque votre adresse, si elle est dans un projet séparé, elle ne peut pas connaître le user qui est dans tous vos projets, puisqu'elle doit être connectée à tous vos users. Donc ça, c'est embêtant. Et en fait, c'est un problème qui a déjà été résolu, il faut le savoir. Avec une simple petite configuration, vous utilisez une interface pour votre utilisateur. Donc dans votre projet, vous implémentez l'interface, le user interface, par exemple, qui va être dans votre librairie adresse, et vous ajoutez cette configuration-là à votre projet Symfony, et boum, comme par magie, votre entité adresse, elle connaît l'utilisateur parce que ça a été mappé ici. Doctrine va retrouver ces petits, et ça va fonctionner. Donc ça vous permet de découpler un petit peu votre code aussi. Une petite partie pour terminer. Qu'est-ce qui va arriver ensuite dans Doctrine? Très rapidement. Dans Doctrine 3, on va avoir un support complet de MariaDB. Il faut savoir que c'est déjà le cas on a un support partiel de MariaDB dans Doctrine 2.7. Alors pourquoi support de MariaDB alors que MariaDB en fait suit MySQL? Non, mais MariaDB en fait a décidé de passer à un nouveau stade et donc ils ont un peu splitté de MySQL. Et notamment, récemment, ils ont ajouté un petit cassage de compatibilité sur le nul. En fait, le nul dans MySQL, il est écrit nul, sans guillemets, sans rien. Et il faut savoir que ça ne respecte pas la norme SQL.
Et donc, c'est un petit peu un problème quand on parle d'une base de données SQL. Donc, MariaDB, ils ont réglé ce problème et ils ont rajouté des guillemets autour du nul. Donc, ce qui fait que maintenant, quand vous définissez votre schéma de base de données, il faut mettre nul entre guillemets avec MariaDB. MariaDB comprendra toujours si vous mettez sans les guillemets, mais par contre, il va vous retourner avec des guillemets. Là où ça pose un problème dans Doctrine, c'est que du coup, dans vos migrations, vous allez vous retrouver avec Doctrine qui ne comprend pas pourquoi c'est nul entre guillemets. Et donc, il va vous dire, il ne faut pas mettre nul entre guillemets, il faut mettre nul sans les guillemets. Alors, en soi, vos migrations, elles vont tourner sans aucun problème. Par contre, vous allez vous retrouver avec des tonnes de migrations à chaque fois que vous générez le diff entre vos données locales et distantes. Donc ça, c'est embêtant, et c'est réglé dans Doctrine 2.7. Et il y a les nouvelles fonctionnalités du coup, de MariaDB que MariaDB rajoute en plus dans sa base de données, qui vont arriver probablement dans Doctrine 3. Et pour finir, on voulait vous parler de la configuration YAML, puisque c'est d'actualité. En fait, ça a été déprécié et c'est retiré la configuration YAML, bien évidemment, uniquement dans Doctrine. Elle est supprimée en fait dans Doctrine 3. Et donc, si vous l'utilisez, vous ne pourrez pas passer à Doctrine 3. Il y aura peut-être un projet annexe de parseur YAML pour Doctrine, mais aujourd'hui, ça a été supprimé. Ça a été supprimé parce qu'en fait, valider la configuration YAML, c'est un problème. De manière générale, valider une configuration, c'est pas très simple. Mais en fait, en XML, c'est un peu plus facile parce qu'il y a le XSD. En annotation, c'est un peu plus facile parce qu'il y a déjà les classes. Et en YAML, il n'y a rien. Donc, en fait, la configuration, elle est assez mal validée et ça génère beaucoup d'issues et de maintenance sur le projet lié à des gens qui ne comprennent pas pourquoi leur configuration n'est pas prise en compte, sauf qu'en fait, elle est juste fausse. Donc, ils ont décidé de supprimer cette partie dans Doctrine 3. Voilà. On est arrivé au bout, le vrai bout de ce talk. Merci de nous avoir écoutés. Merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il vous reste exactement 20 secondes pour des questions. 20 secondes. Alors dépêchez-vous. 10 secondes. 10 secondes. Ah, désolé. Bonjour, moi j'ai une petite question. Quand sort la 2.7 et surtout la 3, parce que pour avoir parlé avec le fameux développeur, il m'a dit qu'il dormait un peu sur le projet. Pardon? Donc, pour l'instant, il n'y a pas de date et je voulais savoir si vous avez des infos. T'as eu la fin de la phrase? Alors, donc la question c'est quand est-ce que sort la 2.7 et quand est-ce que sort la 3 En fait, la 3, alors je ne suis pas développeur Doctrine, donc c'est des réponses approximatives, d'accord. La 3, en fait, a priori, de ce que j'ai compris, elle est en phase de stabilisation aujourd'hui. Et du coup, la 2.7, elle est un peu retardée par rapport à la phase de stabilisation de la 3. Mais ils travaillent sur les deux parallèlement. Et la 2.7, si j'ai bien compris, elle ne devrait pas tarder à sortir. Ça devrait être Oui, quelque chose pas plus tard que ce matin, en fait, Mashkel Maravek m'a dit qu'il était en train de préparer la release de la 2.7. Donc, soon. Voilà. Bon, c'est Et voilà, tout. c'est fini. Hein Merci beaucoup. Merci. Merci.